c'est groupe 3-4. Groupe 3-4. Bonjour. Je pense que bonjour. C'est bien avec le groupe 3 et 4 que j'ai cours. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, très bien. OK. Alors, je vais juste rectifier. OK, très bien. Bon. Alors, vous m'entendez bien là, tous? Alors déjà, un petit message. Bonjour tout le monde. Très bien. Donc, on va bien entendu aujourd'hui continuer à travailler sur le chapitre 6 qu'on avait donc entamé la fois dernière. Et on va bien entendu attaquer
le chapitre 6, donc résolution numérique d'équations différentielles. Et juste m'assurer que mon écran est partagé. Voilà. Très bien. Alors, avant de commencer ce cours, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce qu'on avait vu la fois dernière? Vous n'avez pas envoyé le dernier cours, monsieur? Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas envoyé le dernier cours parce que j'ai préféré attendre de joindre le TD que l'on va faire aujourd'hui pour vous l'envoyer. Donc, je vous l'enverrai aujourd'hui après le cours. Pas de souci, je vous l'enverrai aujourd'hui. Très bien. Alors, donc la dernière fois, avec vous, on avait donc introduit alors que je me remette dedans, voilà. On avait donc introduit la résolution numérique d'équations différentielles et on avait bien sûr pris le temps d'expliquer en quoi la résolution numérique se différencier de la résolution analytique. D'accord? On avait donc longuement travaillé sur ce premier exemple, l'équation différentielle, où on a donc y point égale à moins t fois y, et on devait donc trouver numériquement la solution de cette équation différentielle, sachant qu'on avait ici la solution analytique qui nous permettait donc de voir la précision et les résultats que l'on obtenait numériquement, comment ces résultats se positionnaient par rapport à la vraie solution de cette équation-là. On avait donc abordé cette équation différentielle et je vous avais également demandé de travailler à titre d'exercice sur les autres équations différentielles pour que l'on puisse bien sûr s'exercer et donc bien comprendre la méthode de résolution numérique, la méthode d'Euler. Est-ce que par rapport à cette méthode d'Euler, il y a des questions ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde la méthode d'Euler? Oui? OK. Oui. Très bien. Donc, cette méthode-là, pour bien l'approfondir, ce que je vous propose déjà de faire, c'est de travailler un petit peu sur les exemples que j'avais mis et que vous allez trouver bien sûr dans le cours que je vais vous envoyer. Alors, si on regarde un peu le premier exemple de résolution numérique d'équations différentielles à partir donc en utilisant la méthode d'Euler, je peux vous proposer, et je pense que ça serait bien qu'on le fasse pour se remettre un petit peu là-dedans, dès maintenant que vous êtes un peu frais, c'est le matin, c'est de considérer cette équation différentielle que vous avez ici. Alors, de quoi il s'agit? Donc, équation différentielle, on a ici y' de t, donc y' de t, y point, d de y sur dt. On parle de la même chose, ce sont tout simplement des notations différentes. On a ici y' de t égale à 1 plus t moins yt. D'accord? Alors, je vous avais ici à droite y de t égale à l'exponentielle de moins t plus t. Et vous avez la condition initiale y de 0 égale à 1. Et bien entendu, cette équation différentielle, elle est de la forme y point égale à une fonction de y et de t. Alors déjà, avant d'aborder cet exercice-là en utilisant la méthode d'Euler, est-ce que parmi vous, quelqu'un peut m'expliquer
ce que signifie au fait ce y de t égale à l'exponentielle de moins t plus t. C'est la solution. Exactement, c'est la solution analytique. Donc, vous voyez bien que si je dérive ce y de t, je vais me retrouver avec moins l'exponentielle de moins t plus 1, d'accord? Auquel je vais donc, et je vois bien que je vais pouvoir écrire y' de t égale à 1 plus t moins yt. Donc là-dessus, tout le monde a bien compris que ça, c'était la solution, je l'écris ici clairement, la solution analytique. Donc vous allez me dire, alors si on a la solution analytique, à quoi ça nous sert de résoudre cette équation-là numériquement? Voilà. Alors qui c'est qui répond à cette question? À quoi ça nous sert de la résoudre numériquement? À quoi ça nous sert? Moi, je ne sais pas à quoi ça nous sert dans ce cas-là, monsieur, mais enfin, pour moi, la résolution du système d'équation différentielle là, avec la forme de l'air, ça nous sert pour des équations un peu plus complexes. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'au fait, là, on se donne en réalité un exemple où on a la solution analytique, sachant que de toute façon, quand on va être amené à utiliser la méthode de l'air, c'est parce qu'on n'a pas de solution analytique. Mais ici, dans cet exemple en particulier, on le fait avec la solution analytique pour avoir tout simplement une base de comparaison. D'accord? Est-ce que tout le monde, est-ce que c'est clair pour tout le monde pourquoi ça représente la solution analytique? Hein, vous voyez tous ici que lorsqu'on va prendre y point de t, ben, y point de t, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à moins l'exponentielle de moins t plus 1. Voilà. Que je peux donc écrire comme étant égal à quoi? Ben, comme étant égal à 1 plus t, 1 plus t, moins l'exponentielle de moins t plus t. Voilà. Et là, on se retrouve bien avec 1 moins l'exponentielle de moins t. Voilà. Alors, est-ce que maintenant, avec ce qu'on a vu avec la méthode de l'air, vous êtes tous capables de trouver, partant de y indice 0, est-ce que vous êtes tous capables de trouver y indice 1 et y indice 2? Voilà, donc ça permet déjà à celles et ceux qui ont eu du mal à comprendre le début de ce cours-là, de se remettre un petit peu là-dedans. Est-ce que vous pouvez tous me calculer y indice 1 et y indice 2? En utilisant quoi? En utilisant bien entendu la méthode de l'air. La méthode de l'air, elle est ici. Y indice 1, monsieur, c'est y0 plus le point. Oui. Le point h multiplié par t1, multiplié par t0 fois y point 0. Non, vous avez bien commencé, mais y de k plus 1, c'est y indice k plus h y. Ah ouais, non, il n'y a pas de t, il n'y a pas de t. D'accord? Ouais. Donc, ça veut dire que y J'ai compris. indice k plus 1, c'est égal à y indice k plus h fois
la dérivée. La dérivée y' est une fonction de y et de t, donc plus h fois y indice k, virgule, t indice k. Alors, c'est quoi ce f de yk et de tk? Ben, c'est tout simplement l'expression de la dérivée. Je vais donc remplacer cette expression-là par son équation, qui est donc ici quoi? Qui est donc 1 plus t indice k moins y indice k. D'où ça vient? Ben, ça vient de mon équation différentielle. C'est clair ça pour tout le monde? Oui. Ok. Alors, ça veut dire qu'à partir de là, j'ai pratiquement terminé de résoudre mon problème. Puisqu'en fin de compte, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Je vais pouvoir écrire que y indice 1, c'est égal à y indice 0 plus h, donc le pas avec lequel je travaille, x.0, y.0. oui, mais ce y.0, il faut que je l'exprime à l'aide de l'équation différentielle, c'est-à-dire 1 plus t Ah, indice 0 moins y indice 0. Y indice 0, je le connais, c'est la condition initiale. T indice 0, c'est égal à 0. D'accord? Donc, il ne me reste plus qu'à faire un tout petit calcul pour me retrouver avec y indice 1 qui vaut donc... alors, je vous ai demandé ici de prendre un pas h de 0,2. Voilà. Donc, du coup, on va se retrouver avec y indice 1 qui vaut tout simplement 1. Voilà. Alors maintenant, si on veut calculer y indice 2, ben, y indice 2, ben, on va appliquer la même recette. On va donc se retrouver avec y indice 2, qui est donc égal à y indice 1 plus h fois la dérivée de y en 1. Et je répète que ça signifie la dérivée de y en 1 et non pas la dérivée de y1. D'accord? Donc ça, c'est l'erreur classique que l'on fait au début, c'est de penser que c'est la dérivée de y1. Alors que c'est pas ça. C'est la dérivée de y en 1. C'est-à-dire en l'instant discret 1. Donc ça fait y indice 1 plus h de 1 plus quoi? Plus 1 fois h moins y indice 1. Alors, le t, ici indice 1, il vaut 1 fois h, parce que tout simplement, comme je l'avais déjà dit, t indice k, c'est égal à k fois h. Ici, on nous a dit de prendre un h qui vaut 0,2. Je me retrouve donc ici avec 1 plus 0,2 moins 1. Ce qui nous fait donc 0,2 fois 0,2, ça fait 0,04, auquel je rajoute 1, et je me retrouve donc avec 1,04. Alors, bien sûr, le calcul de y indice 3, c'est exactement basé sur la même, la même équation, avec bien entendu ici y indice 3 qui vaut y indice 2 plus h fois y' en 2, donc ça fait y2 plus h de 1 plus 2 fois h moins y2, et ça nous donne donc 1,1120. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va bien entendu chercher à montrer que
que cette approche numérique nous donne les résultats qui sont proches de la solution analytique. D'accord? Bien entendu, pour pouvoir faire ça, il va falloir calculer sur plusieurs points. Et pour pouvoir faire ce calcul sur plusieurs points, vous avez bien compris qu'on ne pourra pas le faire. C'est pas qu'on ne pourra pas, mais c'est qu'il va falloir le mettre sous forme d'un algorithme pour que l'on puisse calculer plusieurs valeurs et donc pouvoir le faire sans se tromper. C'est la raison pour laquelle on a donc écrit en MATLAB la fonction Euler, sans oublier bien sûr que ici il faut rajouter, mais ça je l'avais déjà dit la dernière fois, un AND là, voilà, puisqu'on a un AND, ce AND là qui termine le for et le AND là qui termine la fonction. Voilà. On va donc utiliser notre algorithme dans l'environnement MATLAB pour pouvoir calculer plusieurs points, ce qui va nous permettre en fin de compte de faire quoi? On va finir par avoir donc les deux graphes que vous avez ici. Alors, ils se distinguent entre eux comment, ces deux graphes? Par le pas. Effectivement, ils se distinguent par le pas. Donc, on voit bien que lorsque le pas H est de 0,2, on note entre la solution analytique et la solution numérique une différence, voilà, qui est donc visible à l'œil nu, là, tel qu'on le voit comme ça. Et lorsqu'on va prendre un pas qui, lui, est plus petit, on va effectivement noter que cette différence s'amenuise entre la solution analytique et la solution numérique. Il n'empêche que l'on constate quand même quoi, malgré que l'on ait pris un pas très petit. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on constate au fur et à mesure du calcul des points solutions? La marge d'erreur elle devient plus élevée, monsieur. Exactement. On se rend compte qu'effectivement, la méthode numérique s'écarte au fur et à mesure que l'on calcule des points, elle s'écarte de la méthode analytique. Ce qui est tout à fait compréhensible, puisqu'en fin de compte, chaque valeur que l'on calcule dépend de la valeur précédente. Et si la valeur précédente présente un écart, cet écart-là va se répercuter sur la valeur courante, qui à son tour va répercuter cet écart-là sur la valeur suivante, etc., etc. C'est la raison pour laquelle cette méthode d'Euler reste, on va dire, tout simplement une méthode, je dirais, académique pour introduire, en fin de compte, la méthode numérique, puisque la méthode avec laquelle on devrait pouvoir travailler pour obtenir des résultats plus précis, c'est la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 et bien sûr la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Voilà. Alors, donc déjà, je regarde un petit peu qui est présent. Bonjour, prof. Dans une application physique, cette formule peut servir dans quel domaine? Dans une application physique, cette formule servir dans quel domaine? On va le voir tout de suite. D'accord? Bon, on peut faire quoi avec cette méthode dans le monde physique? Je réponds à votre question, Sébastien. On va s'attaquer à ça dès maintenant pour voir jusqu'à quel point, en fin de compte, l'approche numérique, est intéressante. Alors, je vous propose, on va le faire d'ailleurs dès maintenant, puisque c'est le moment de le faire. Je vais remettre la main sur un exercice que j'ai récupéré de mes archives hier soir. Et donc, je vais vous le... Voilà.
Donc là, vous allez bien noter voilà, donc je vais mettre ça là maintenant. J'attends que ça apparaît. Hop. Voilà. Donc ça, c'était un TD que j'ai repris, que je reprends chaque année, mais auquel j'avais longuement réfléchi avant de le soumettre aux étudiants, pour la simple et unique raison que c'est un TD qui illustre vraiment bien l'utilisation de l'approche numérique et qui permet en réalité de se rendre compte que sans l'approche numérique, il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on n'utilise pas cette approche numérique. Alors, avant de rentrer dans les détails de ce TD, je vous demande tout d'abord de bien vous concentrer, parce que c'est important ce que l'on va aborder là maintenant en termes de mise en pratique de cette approche-là. Vous avez tous, bien entendu, déjà travaillé et pratiqué un circuit RC. D'accord? Donc, si par exemple, je vous demande à quoi ça sert un circuit qui consiste à avoir une résistance et une capa mise en série et d'injecter une tension à l'entrée de ce circuit et de mesurer la tension aux bornes de sortie, qui sont ici les bornes de notre condensateur. À quoi ça sert d'avoir un circuit RC? Est-ce que parmi vous, vous pouvez me répondre à cette question? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me répondre à cette question? À quoi ça sert un circuit RC, à part de faire un exercice? Pour récupérer certaines fréquences en particulier? Vous pouvez être un peu plus précis? C'est comme un filtre. C'est un filtre. Mais alors, c'est un filtre, c'est quoi? C'est un filtre passe-bande? C'est un filtre haut? C'est un filtre passe-bas? C'est quoi comme type de filtre? Un filtre passe-bas. Un filtre comment? Pardon, un filtre passe-bas. Un filtre passe-bas, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un filtre qui va laisser passer les basses fréquences et qui va atténuer les hautes fréquences. Très bien. C'est exactement ça la réponse. Bon, alors maintenant, à part cette réponse-là, qui est une réponse très correcte, mais qui reste encore une fois une réponse académique. C'est-à-dire, voilà ce qu'on a appris à l'école. À l'école, on a appris qu'il existe plusieurs types de filtres. Il existe le filtre passe-bas, il existe le filtre passe-haut, il existe le filtre passe-bande et il existe le filtre coupe-bande. Voilà, en gros, ce qu'on a appris à l'école, on a appris 4 types de filtres. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, où est-ce qu'on trouve l'utilisation des filtres? Dans quoi? Quels sont ces appareils dans lesquels on retrouve ces filtres-là? Il y a un appareil, Dans des amplificateurs. Ouais, mais il y en a un qu'on utilise, alors peut-être qu'on utilise pratiquement tous les jours. Pratiquement. Dans les radios? Exactement, dans les radios. Dans les radios, on utilise des filtres. Et pourquoi est-ce qu'on utilise des filtres? À quoi ça sert? Pour uniquement faire passer certaines fréquences qu'on va utiliser, monsieur. Je ne sais pas comment expliquer. Non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au fait… J'ai mal dit, je crois. J'ai mal dit. Et monsieur, c'est pas pour avoir un son un peu plus clair ou… Enfin, Alors, plus… je vais aborder ce point-là. Mais d'abord, la première fonctionnalité, c'est de pouvoir récupérer et mettre
et mettre de côté certaines fréquences. Par exemple, j'allume ma radio, je veux écouter, j'aime bien écouter de la musique le matin. D'accord? Donc, je vais me mettre sur une certaine fréquence. Je vais mettre sur Radio FIP parce que j'aime bien écouter de la musique classique. Donc, ça veut dire que Radio FIP va émettre sur la bande 103.5 ou 105.1. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, je vais paramétrer mon filtre pour qu'il ne laisse passer que cette bande-là. Si après, j'ai plus envie d'écouter cette station-là, j'ai envie d'écouter un peu d'humour, je vais aller sur 97.4. Si après j'ai envie d'écouter une radio religieuse, je vais aller sur 87.2. Donc je vais pouvoir changer de fréquence. Changer de fréquence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, je reparamètre mon filtre pour ne laisser passer que la fréquence auquel je m'intéresse. Donc ça, c'est le premier aspect. Ça, c'est l'aspect fonctionnel. Le deuxième aspect, et c'est celui qu'on va traiter dans ce TD. Le deuxième aspect, c'est celui du débruitage d'un signal. Ça veut dire quoi le débruitage d'un signal? C'est-à-dire que j'ai un signal. En gros, c'est les bruits qu'on ne prend pas en compte, monsieur. C'est-à-dire la bande de fréquence qu'on ne prend pas en compte dans l'équation différentielle, en fait. C'est la bande de fréquence qu'on ne va pas prendre en compte. Alors. Une fréquence parasite. Voilà. Donc, c'est une présence parasite. Ça veut dire qu'au fait, et c'est là qu'on va un petit peu réfléchir, voilà, j'ai mon signal. Et au fait, sur ce signal-là, qu'est-ce qui va se passer? Comme il a été transmis et qu'il a interféré avec d'autres signaux, etc., qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais me retrouver avec avec des signaux parasites qui vont venir se rajouter à ce signal-là, qui lui est un signal porteur d'information, auquel va venir se rajouter des signaux parasites qu'on appelle ici du bruit. Donc, le signal rouge qui est ici, c'est du bruit. Alors ce bruit, il a quoi comme caractéristique? Est-ce que c'est un signal? Qu'est-ce qu'on peut dire de la fréquence du signal bruit? Est-ce que c'est un signal à basse fréquence ou à haute fréquence? Le bruit. Les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Le signal bruit, donc c'est un signal qu'on appelle un signal parasite, puisqu'il vient parasiter l'information, et il est généralement, je dis bien généralement parce que il peut y avoir des signaux bruit qui sont impulsionnels, qui sont beaucoup plus compliqués que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, parasite, et c'est un signal qui est à haute fréquence. Voilà, c'est un signal qui est à haute fréquence. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que c'est un signal qui est à haute fréquence, donc on va pouvoir l'éliminer pour ne garder que le signal qui nous intéresse. Grâce à quoi? Grâce tout simplement à un circuit RC. Donc le circuit RC, en définitive, il enlève les hautes fréquences. Par conséquent, il nous permet de nettoyer, de débruiter un signal. Ok, donc ça voilà maintenant pour l'aspect, on va dire, de la physique des choses. On va maintenant discuter d'un autre point avant de rentrer dans les détails de cet exercice. Pardon? Allez-y. J'ai une question. En fait,
le bruit dans un circuit comme ça, enfin le bruit dans l'analyse de fréquence d'un circuit comme ça, Hmm. c'est que certains paramètres qui peuvent être fixes dans le circuit, et ben en vérité, ils varient un petit peu aussi. Alors, votre question elle est pertinente parce que d'abord, la question qui se pose, c'est d'où vient ce bruit? D'accord? Voilà. Alors, d'où vient le bruit? Généralement, le bruit, il est. Quand le signal est reçu sur le circuit, il comporte déjà du bruit. Voilà. Maintenant, à l'intérieur du circuit va se rajouter un bruit interne qui est lié à quoi? Qui est lié tout simplement au fait que, comme il y a des transitions, des passages de courant, bref, dans les transistors du circuit, ben vous avez vu ça en électromagnétisme, quand il y a une variation de courant, il y a une variation de flux et ça crée, des tensions parasites. Voilà. Ok. Voilà. Ça veut dire que, vous voyez bien que quand, par exemple, vous achetez un appareil qui est encore tout neuf et que vous mesurez le signal en sortie sur un oscillo, le signal est à peu près propre. Mais au fur et à mesure que cet appareil a été utilisé, que les composants ont été sollicités et que l'oscillo lui-même, il a été utilisé depuis quelque temps, ben, au fait, quand vous mesurez votre signal, vous voyez bien qu'il n'est plus parfait. Il comporte, exactement, et il comporte des pics qui sont tout simplement des signaux parasites qu'on appelle du bruit. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que maintenant, essayez de vous souvenir un petit peu, lorsque vous avez étudié ce circuit, lorsque vous étiez au lycée ou en classe prépa, ou en BTS ou en DUT, lorsque vous avez étudié ce circuit RC, est-ce que vous vous souvenez les caractéristiques? On vous a dit quoi? On vous a dit, voilà, j'ai un circuit, et généralement, on vous dit, voilà, je vais mettre une tension d'entrée qui est un créneau, c'est-à-dire tout simplement une... alors, j'essaie de voir comment je peux écrire dessus. Celui-là, il aurait fallu que je le... attendez, je vais le télécharger. Voilà, je vais le télécharger pour pouvoir écrire dessus. Voilà. Tac. Alors, donc ça se fait que j'ai pas la page, j'ai pas la possibilité d'écrire dessus. Ok, bah c'est pas grave. Donc en fait, quand vous avez utilisé ce circuit-là, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit, ben voilà, j'ai un circuit RC, hop, comme ça. Donc ça, c'est la résistance, ça, c'est la kappa. Et comme signal d'entrée ici, généralement, on vous a dit, voilà, on va injecter ce que l'on appelle tout simplement un signal en créneau. Tac. Et vous allez, bien sûr, ici, faire la résolution du circuit et vous avez donc trouvé que le signal de sortie, ben, c'est quelque chose qui va, au fait, qui va monter pour venir s'aligner sur le signal d'entrée. Voilà un petit peu l'idée de l'approche pédagogique, c'est de montrer qu'effectivement, le signal de sortie va être égal au signal d'entrée après un certain retard, et on vous a appris donc à mesurer donc ça s'appelle la composante RC, le taux de charge, etc., etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand vous avez étudié ce circuit, vous avez aussi résolu une équation différentielle. Et vous avez résolu l'équation différentielle dans des conditions très particulières, c'est-à-dire celles où on attaque le circuit avec une tension qui passe de 0 à une valeur constante. Ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas résoudre l'équation de ce circuit autrement que dans ce cas-là.
Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver avec une équation différentielle du premier ordre que vous ne pouvez pas résoudre si vous ne faites pas des hypothèses de simplification sur la tension d'entrée. C'est la raison pour laquelle ce que je me suis proposé de faire avec vous aujourd'hui, c'est d'aborder cet exercice-là en mettant en valeur ces fonctionnalités qui sont celles du débruitage et de la sélection de fréquences. Donc, c'est pour ça que ce que je vous propose, on va le faire au fur et à mesure qu'on va travailler dessus. Je vous propose de commencer maintenant à réfléchir dessus et de résoudre déjà la première question qui est ici, établir l'équation différentielle du premier ordre de U de t. Je peux répondre, monsieur? Alors, faites-le d'abord, soyez sûr, faites-le déjà, écrivez de votre côté. Je suis sûr, monsieur. Ok, alors on va vous laisser un peu de temps aussi aux camarades. Voilà. Donc, vous prenez le temps de noter le circuit, de réfléchir et de me donner tous l'équation différentielle du premier ordre de U de t. Est-ce que déjà, en termes de vocabulaire, c'est clair ce que je suis en train de dire? Ça veut dire quoi? Équation différentielle du premier ordre de U de t. Ça veut dire que je veux une équation dans laquelle apparaît quoi? Dans laquelle apparaît U et quoi d'autre? E de t, mais E de t, il faut le trouver. La dérivée première de UT. Exactement. Donc, je veux une équation où apparaît U, la dérivée première de U, et bien entendu, les autres caractéristiques du circuit, la tension d'entrée, la résistance que j'ai ici et la kappa que j'ai ici. Voilà. Je suis d'accord pour DU de t, mais DU de t sur dt. Mais E de t, on doit le trouver, non? Enfin, E de t, Et on vous dit que tout simplement, ce circuit-là, on le soumet à une tension d'entrée E de t. Et on récupère une tension de sortie U de t. Quelle est l'équation différentielle de ce circuit? Vous n'avez pas besoin de savoir quelle forme a la tension d'entrée pour pouvoir déterminer cette équation différentielle. Ça veut dire que cette équation différentielle tient compte de la tension d'entrée E de t, tout simplement. Alors, est-ce que vous êtes tous capables? Donc, qu'est-ce que vous avez écrit? E de t égale à U de t plus 1 sur RC du de t sur dt. non, c'est le 1 sur RC, monsieur, je me suis trompé, c'est sur U de t, pardon. Le 1 sur RC. Ok. Alors, prenez le temps de réfléchir et de me donner la bonne équation. Entre-temps, je suis en train de lire une question ici. D'un point de vue de l'observation spatiale, donc avec avec plutôt un T spatial, les filtres peuvent servir pour supprimer le bruit de fond cosmique. Alors, là, vous partez un peu dans de la physique astronomique, et le bruit de fond cosmique, à mon avis, c'est un bruit qui déjà n'est pas très très simple à caractériser, parce que ça doit être un bruit standard avec en plus un bruit impulsionnel, mais effectivement, on va utiliser du filtrage, mais à mon avis, on ne va pas se limiter à un simple petit filtre RC. Ça doit être quelque chose de beaucoup plus compliqué. Mais sur la base, sur le fond, c'est ça. OK. Alors, donc on passe maintenant à la résolution de cette équation-là. Donc, comment je résous maintenant cette équation? Ben, elle est très très simple, hein, puisqu'en fin de compte, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ce qu'on appelle la loi des… La loi des mailles. Exactement. Donc, la loi des mailles, elle me dit quoi? Elle me dit que… La somme des tensions égale à 0. Elle me dit que cette tension E, elle est égale à la tension RI plus la tension U. D'accord? Voilà ce qu'elle me dit, la loi des mailles. Donc, ça veut dire que
je vais ici, bien entendu, hop, voilà, zoomer. Donc, la première des équations que l'on va écrire pour pouvoir trouver notre équation différentielle, c'est E de t égale à RI de t plus U de t. Donc ça, tout le monde est d'accord avec ça. Oui, monsieur. Ok, très bien. Maintenant, pour l'instant, quand j'écris cette première équation, ben, ce n'est que le début, puisque pour l'instant ici, ben, j'ai U, j'ai E, et puis j'ai le courant I, et j'ai toujours pas mon équation différentielle. Monsieur, le courant est égal C fois la dérivée de U de t. Exactement. Donc, je vais me servir maintenant d'une deuxième équation différentielle qui est la dérivée de U, elle est égale à I de t divisé par la capacité. Donc, ça veut dire que quoi? Ben, ça veut dire que tout simplement, je vais pouvoir remplacer ce I de t qui est ici par C fois la dérivée de U. Donc, très facile. Je vais donc, en fin de compte, me retrouver avec cette équation différentielle qui est donc la dérivée de U, donc U point, égale à E de t moins I de t divisé par RC. Donc, divisé par R fois C. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Ça pose pas, c'est bon pour tout le monde? L'équation différentielle. Oui, c'est bon? J'ai pas Oui, trop monsieur. compris, monsieur. Alors, est-ce que vous avez compris ces deux équations? C'est la deuxième, en fait, je l'ai pas compris. Alors, la deuxième, bon, la deuxième, si vous ne l'avez pas comprise, on va l'expliquer. Vous savez tous que lorsque j'ai une capa, donc un condensateur, la tension U aux bornes du condensateur, vous savez tous que la capacité que multiplie la tension U aux bornes d'une capa, c'est égal à la charge Q que l'on retrouve sur son armature. Ça, vous le savez ou pas? Oui, Bon. Donc, C fois U égale à Q. Qu'est-ce que je sais d'autre part? Le courant I. Le courant, comment est relié le courant I par rapport à la charge? Le courant, c'est la dérivée. Exactement. Le courant, c'est en réalité une vitesse de charge. C'est-à-dire, c'est un D de Q sur dt. La charge Q, c'est quoi son unité? Ce sont des Coulomb, coulomb. Et le courant I, c'est quoi son unité? les ampères. Des ampères. Donc, en réalité, les ampères ne sont rien d'autre que des coulombs par seconde. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, le courant I est un débit de charge. Donc, c'est I égale à D de Q sur dt. Donc, à partir de là, ben, il n'y a plus rien de compliqué, puisqu'en fin de compte, on va pouvoir dire que C que multiplie D de U sur dt, c'est égal à D de Q sur dt, qui est donc égal à I. C'est bon? C'est plus clair pour vous? oui, merci, monsieur. Très bien. Donc, du coup, on a D de U sur dt qui est égal à I divisé par C. Je vais donc avoir I qui est égal à C fois D de U sur dt. Je vais le remplacer dans cette première équation et je vais donc me retrouver en fin de compte avec cette équation-là. D de U sur dt égale à E de t moins U de t divisé par RC.
Voilà, au fait, l'équation différentielle de mon circuit. Vous voyez que on n'a fait aucune hypothèse sur E. E peut être quelconque. Ça peut être une tension en créneau, ça peut être une sinusoïde, ça peut être un signal triangulaire, ça peut être n'importe quoi comme signal. C'est le signal E. Il est désigné tout simplement par E. Donc, on a U point. Donc, ici, si on regarde notre équation différentielle, en fin de compte, c'est quoi notre équation différentielle? C'est U point égale à E moins U divisé par RC. Voilà. Voilà notre équation différentielle. Alors, avant d'aller plus loin, et je pense que c'est important qu'on fasse un point là-dessus, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a dit qu'en fait, on va traiter des équations différentielles de la forme Y point fonction de Y et du temps. Et ici, on a quoi? On a un U point qui est égal à E moins U divisé par RC. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous manque? Enfin, je veux dire, est-ce que ce U point-là, il est conforme à cette définition qu'on s'est donnée des équations différentielles? Il manque juste le E, monsieur. Il manque quoi? Il manque le E. On ne connaît pas E de T. Non, ça on va le connaître, on va nous l'imposer, on va nous dire voilà, on va nous donner une équation de ce E de T. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce U point, qu'est-ce qui n'apparaît pas? On voit bien qu'il y a U, ensuite il y a du E, il y a du RC. Qu'est-ce qui n'apparaît pas de manière explicite? Monsieur le T? Exactement. Le temps n'apparaît pas de manière explicite. On voit que dans cette équation différentielle, le temps, lui, il apparaît où? Ben, il n'apparaît pas de manière explicite, il apparaît au niveau de l'entrée. D'accord? Ça veut dire qu'en fin de compte, ce temps que j'ai ici est en réalité quelque chose que je retrouve dans cette entrée-là. Oh, il apparaît dans les fonctions, monsieur. Dans les fonctions E et U. Exactement, dans la fonction E. Voilà, c'était juste pour vous dire que on peut avoir affaire parfois à des équations différentielles du premier ordre où le temps apparaît de manière explicite, ou bien le temps n'apparaît pas de manière explicite, il est interne aux variables qu'on utilise dans notre équation différentielle. Mais dans tous les cas, ça ne changera rien du tout à la résolution numérique. Ok, donc on a maintenant notre équation différentielle. Et bien entendu, on va revenir sur la première question qui est relativement simple. Calculer U indice 1, U indice 2 par la méthode de l'air. Voilà ce qu'on vous demande de calculer. Alors attention, calculer U indice 1 et U indice 2 par la méthode de l'air, je vous demande ici de me donner les valeurs littérales. C'est égal à quoi, E de 0, monsieur? E de 0, vous l'appelez E de 0. Ah, il n'y a pas, on n'attribue pas de chiffres à... Voilà, exactement. On travaille avec des valeurs littérales. Ok, d'accord. Du coup, Alors, calculez-moi tous U indice 1 et U indice 2.
Alors, qui c'est qu'il y a des réponses? Quelqu'un peut rappeler les formules de l'air, s'il vous plaît? Ben oui, les formules de l'air, je vous les rappelle. Les formules de l'air, c'est Y. Alors ici, c'est pas Y, ça s'appelle U, mais je vous la rappelle avec la formule générique. Y de K plus 1 égale à Y indice K plus H de la dérivée de Y en K. Est-ce que vous pouvez juste montrer U de 0, s'il vous plaît? Comment? Est-ce que vous pouvez juste montrer les hypothèses U de 0 et R et les valeurs de R et C? Alors, Merci. donc ici, je vais tout simplement appliquer la formule de l'air. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que U indice 1, c'est égal à quoi? 1 sur RC. Alors, d'abord, U indice 1, c'est égal à U indice U0 exactement. Donc, c'est égal à U indice 0 plus H fois. plus H fois la dérivée de U en 0. Voilà. Voilà. Là, ça veut dire que je sais appliquer ma formule. Voilà. Maintenant, je vais me servir de mon équation différentielle qui me dit quoi? Qui me dit que U point, donc je reprends mon équation différentielle ici, U point égale à E moins U divisé par RC. Donc ça veut dire que U point de 0, c'est égal à quoi? Du coup, monsieur, on calcule 1 sur RC d'abord, et ça fait 2. Ouais, mais je veux dire, c'est. Qu'est-ce que je peux dire de U point 0? Ouais. Justement, j'ai calculé RC d'abord. Du coup, ça RC, fait. RC, vous n'avez pas besoin de calculer, vous l'appelez RC. Ok, d'accord. Vous ne faites pas de calcul numérique pour l'instant. Ok, ça marche. On travaille qu'avec les valeurs, qu'avec les. On fait, si vous voulez, que du calcul symbolique pour l'instant. Ok, ça marche. Y a pas On de travaille souci. avec les valeurs littérales. Du coup, ça fait E sur RC parce que U.0, je crois, il me semble qu'il est égal à 0. Alors, donc U point 0. Non, U0, pardon, monsieur, excusez-moi. U0, Alors, il est égal à 0. d'accord, mais on va. Ok, mais je vais quand même écrire quoi? E 0 moins 0 sur RC. Voilà, je vais écrire E indice 0 moins U indice 0. C'est tout ce que je vous demande. Ok. Divisé par RC. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire que ce U1 que j'ai ici, il est égal tout simplement à U0. Voilà. Plus H que multiplie tout simplement E0 moins U0 divisé par RC. E0 moins U0 divisé par RC. Voilà pour U1. Maintenant, on vous demande aussi U2. Bon, généralement, on vous demande toujours les 2 ou les 3 premières valeurs. Toujours en formule littérale. Que vaut U2?
pareil, monsieur, U1 plus H fois U1 point. Donc, U1 plus H de, ben, cette fois-ci, je vais avoir E indice 1. Tout le monde comprend ce que ça veut dire ce E indice 1? Ça veut dire la valeur de la tension d'entrée à l'instant discret 1. Moins U1. Voilà, tout simplement, divisé par RC. Voilà, et on va pouvoir même dire de manière générale que U en K plus 1, ben, c'est égal à U en K plus H fois E indice K moins U indice K divisé par RC. Si on généralise. D'accord? On va pas exprimer en fonction de U0 cette fois-ci, monsieur? Non, on vous le demande pas, on vous demande de rester avec l'équation de l'air. Voilà. Ok. U1, U2, U3, U4, etc., etc. Donc ça, c'est juste pour bien appréhender comment on va traiter numériquement ce problème. Voilà. Alors après, maintenant, on rentre dans les choses un peu plus compliquées, des choses que vous n'aimez pas trop. On vous demande d'écrire l'algorithme de résolution de l'équation différentielle en utilisant la méthode de l'air. Voilà. Donc jusque-là, on va dire, vous êtes plutôt à l'aise, vous savez manipuler les équations, les appliquer à votre problème, et après, il s'agit de réfléchir à l'écriture d'un algorithme, et là, vous avez ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Voilà. Et c'est surtout moi, ce qui m'intéresse, et j'aurais rempli ma mission avec vous, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous faire des maths sur papier. Parce que d'abord, c'est pas le rôle de l'analyse numérique. Ce qui m'intéresse, c'est de vous amener petit à petit à être capable de résoudre numériquement un problème. C'est ça mon objectif. Donc maintenant, on va réfléchir. Il faut toujours réfléchir. On me dit d'écrire un algorithme pour résoudre l'équation différentielle en utilisant la méthode de l'air. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire? Bien sûr, on va s'inspirer de ce que l'on a vu. On va reprendre l'algorithme qu'on avait déjà écrit la fois dernière. On va se poser les bonnes questions. On va se dire, ouais, mais la fois dernière, on a travaillé avec une équation assez simple, mais là, j'ai une équation peut-être un peu plus compliquée parce que déjà, le temps n'apparaît plus de manière explicite et j'ai une variable d'entrée qui est donc ma tension d'entrée, et ça aussi, il va falloir que je tienne compte de ça dans mon algorithme. Donc là, il faut que, voilà, il faut essayer un petit peu de vous poser les bonnes questions et de vous dire comment je vais construire en fin de compte cet algorithme. Sachant que l'objectif, c'est quoi? Nous, notre finalité, c'est de se dire, voilà, j'ai mon algorithme, on m'a dit que j'ai cette tension d'entrée, je veux maintenant être capable d'examiner la tension de sortie. Ou du moins, je veux être capable de faire une simulation de la tension de sortie. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va structurer
cet algorithme. Alors, on va regarder, bien sûr, on va travailler ensemble. Donc, on a résolu la première question. On a résolu la deuxième, U indice 1, U indice 2. Vous voyez bien que, pourquoi est-ce qu'on vous a demandé de calculer U indice 1, U indice 2? C'est pour déjà vous approcher de l'algorithme que vous allez écrire. Parce que, fin de compte, l'algorithme que vous allez écrire n'est pas plus compliqué que ces deux lignes que vous avez déjà écrites ici. Où il s'agit tout simplement de pouvoir calculer plusieurs points de la tension de sortie. Donc, comment on va structurer notre algorithme? Donc, algorithme MATLAB. Dans cet algorithme MATLAB sur lequel on va être amené à travailler, hop, il va être, cet algorithme-là sera composé de 3 fonctions. 3 fonctions. Une première fonction que j'ai appelée ici Euler TD6. Je l'ai appelée Euler TD6. Vous avez le droit de l'appeler comme vous voulez. Mais pourquoi est-ce que je l'ai appelée Euler? Parce que qu'est-ce que je vais retrouver dedans? Qu'est-ce que je vais retrouver dedans? Bah, c'est l'algorithme de la dernière fois. Exactement. Je vais retrouver tout simplement l'algorithme de la dernière fois. Donc, il est normal que en fin de compte, mon algo ici, il est normal que je le décompose en une première fonction où je vais retrouver la méthode d'Euler. Une deuxième fonction où je vais retrouver quoi? Mon équation Différentielle. exactement. Donc, ça va être la deuxième fonction où je vais retrouver mon équation différentielle. Et enfin, j'ai une troisième fonction. Alors, est-ce que vous pouvez deviner à quoi il me servirait cette troisième fonction? Et en plus, elle est là. C'est E de TK. Ça veut dire quoi, ce E de TK? Cette troisième fonction, c'est tout simplement la fonction dans laquelle je vais spécifier mon signal d'entrée. Alors, pourquoi est-ce que je le mets dans une fonction à part? Parce que tout simplement, ce signal d'entrée, ça peut être n'importe quel signal. Je peux très bien dire, voilà, moi j'utilise mon circuit RC en injectant dedans un signal triangulaire, ou un signal carré, ou une sinusoïde, ou un créneau. J'ai le droit de choisir le signal que je veux injecter dans mon circuit. Je vais donc le mettre dans une fonction à part pour pouvoir le modifier autant que je veux. Donc, signal d'entrée. Voilà. Donc, le premier travail que vous avez à faire, c'est un petit travail d'architecture. Mon algo, il va être composé de la méthode, de l'équation différentielle et du signal d'entrée. Très bien. Donc, on continue. On continue. On se dit, voilà, bon, alors, donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va déjà se focaliser sur la méthode d'Euler, qui utilise bien sûr, elle, l'équation différentielle. Et cette équation différentielle,
elle utilise le signal d'entrée. D'accord? Donc, si on regarde un petit peu comment tout ça va être structuré, on a une première fonction dans laquelle on va retrouver, comme a dit notre camarade, la méthode. La deuxième, les quadifs. La troisième, le signal d'entrée. Donc, on va maintenant traiter une par une. On va commencer par la fonction ELR TD6. Donc, oui, je vous écoute. Excusez-moi, il n'y a rien qui change par rapport à. Il n'y a rien qui change par rapport à l'algorithme dernier qu'on a vu le dernier cours. Fondamentalement, non, rien. Ok. Mais pourquoi on a. Ok, non, c'est bon. Ok. Fondamentalement, il n'y a rien qui change. C'est l'équation qu'on va y introduire qui va changer, en fait. Exactement. Ah, c'est juste ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a notre. On voit ici que à chaque fois que je vais calculer, puisqu'ici j'ai utilisé la méthode de l'air, et à chaque fois que je veux calculer mes points de tension de sortie, je vais devoir utiliser tout simplement mon équation différentielle qui est ici, d'accord, et la valeur précédente. U de 2, c'est U de 1, HRCE1 moins 1. De manière générale, qu'est-ce que j'ai? J'ai U de K plus 1 qui est égal à U K plus quoi? Plus tout simplement EK moins UK divisé par RC, donc plus H fois ici EK moins UK divisé par RC. Alors, là où les choses vont un petit peu se modifier au niveau de la programmation, c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu gaffe ici, c'est que, vous voyez, on retrouve cette structure, y de i plus 1, c'est égal à y de i plus h fois la dérivée, ftd6. Et dans cette dérivée, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez bien ce que j'ai. J'ai tout simplement EK moins YK divisé par R fois C. Sauf que, là où il faut faire un petit peu attention, c'est que le EK qui est ici, d'accord? Comment est-ce que je connais sa valeur? Je vais utiliser la fonction E que j'ai là. Donc, je vais récupérer la valeur de la fonction E que j'ai ici, qui va donc me donner la valeur de ma tension d'entrée. Et c'est ça qui va constituer l'argument que je vais injecter dans mon équation différentielle. C'est le EK que vous avez là. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette fonction-là, ELR-TD6, avant de faire appel à la fonction FTD6, elle utilise une valeur issue de la fonction E, que je retrouve là. Et pourquoi? Parce que tout simplement, pour pouvoir calculer ma dérivée, ici, j'ai besoin de la tension d'entrée à l'instant K. Donc, je vous laisse un peu cogiter, pour bien comprendre pourquoi est-ce que l'algo, on l'a décomposé en 3 fonctions et comment ces fonctions-là interagissent entre elles. Celle-ci, donc la fonction principale ELR, elle fait appel à la fonction
où j'ai mon équation différentielle. Mais avant de pouvoir faire appel à cette équation où j'ai mon équation différentielle, elle va d'abord récupérer la valeur de la tension d'entrée à l'aide de cette fonction E que j'ai ici. Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir. Regardez bien là ces trois fonctions. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, on va déjà regarder un petit peu cette fonction-là qui s'appelle E de TK. D'après vous, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que quelqu'un peut me dire, en regardant ce code-là, quelqu'un peut me décrire la fonctionnalité? Qu'est-ce qu'elle fait au fait, cette fonction? Qu'est-ce qu'on lui donne en entrée et qu'est-ce qu'elle nous donne en sortie? Il sait qu'il a une idée. En entrée, on lui donne le paramètre TK. Oui. Et en sortie, elle va nous donner Y. Donc, ça veut dire que cette fonction-là, E de TK que j'ai programmée ici, elle représente quoi elle représente quoi comme signal par rapport à la réalité physique? Monsieur, Un signal signal d'entrée. carré entre 0 et 1. C'est un signal d'entrée, je suis d'accord, mais il a quelle forme? Il sera carré. Exactement. C'est-à-dire que si je voulais le représenter, ça serait un signal qui vaudrait quoi entre quoi et quoi? Si ça, c'est le temps. Et ça, c'est E. Le temps, ce serait TK. Exactement. Donc, c'est un signal créneau. D'accord? Donc, il vaut quoi entre quoi et quoi? Ben, vous voyez bien, c'est ici. Monsieur, entre 1 et 5. Voilà, exactement. Entre 1 et 5, il vaut 1. Et ailleurs, c'est-à-dire en dehors de cet intervalle, il vaut 0. 0. Voilà le signal d'entrée que j'injecte dans ce circuit. J'avais bien expliqué la dernière fois pourquoi est-ce qu'ici on a le I-1. Hein, je vous avais clairement expliqué que c'était lié au fait que les tableaux étaient indexés à partir de 1 dans MATLAB. Ça, c'est OK. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est quand vous regardez bien l'équation différentielle que vous avez ici. EK moins YK divisé par R fois C. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Est-ce qu'il y a une remarque qui est légitime à faire? Dans la dérivée, monsieur? Ouais, là, dans cette fonction-là. Quand vous examinez les arguments et quand vous examinez le calcul de la sortie. Il n'y a pas de TK, enfin le TK n'intervient pas. Exactement. Vous voyez bien qu'au fait, ici, le TK, il n'intervient pas. Il n'intervient pas. Donc, vous allez me dire, ben, dans ce cas-là, pourquoi vous le mettez?
D'accord? Bah parce que, comme je vous ai répondu, enfin, je ne vous ai pas répondu, puisqu'on vient juste de poser la question. Comme je vous l'ai dit, pardon, il y a quelques instants. Si, j'ai peut-être la réponse. Allez-y. Oui. Parce que c'est la dérivée de y à l'instant tk. Oui. Monsieur, parce que E est en fonction de TK. Non, puisqu'ici, c'est EK que j'injecte dans la fonction. Et il est là. Il n'y a rien qui est en fonction de TK, donc Il n'y a rien qui est en fonction de TK. Tout simplement. J'ai fait exprès de le laisser. Bon, déjà pour vous faire soulever la question. Et la seconde chose, c'est que pour vous dire que généralement, le temps, il apparaît. Donc, souvenez-vous que lorsqu'on a présenté ce chapitre-là, on a dit qu'on a affaire à des problèmes du type y point égale à une fonction de y et du temps. D'accord? Ça veut dire que ce temps-là, il peut parfois ne pas apparaître de manière explicite, comme c'est le cas ici, ou il peut apparaître de manière explicite, comme ça a été dans les exemples qu'on a vus dans le cours. Donc, dans un cas comme dans un autre, quand je ne l'utilise pas, c'est comme si dans mon équation différentielle, il y avait quelque chose où je rajoutais plus 0 fois t. En gros, monsieur, si on n'a pas une équation différentielle à coefficient variable, Non. il ne va pas intervenir. On peut très bien avoir des coefficients variables ou bon, s'ils sont constants, c'est normal, il n'intervient pas, s'ils sont constants par définition, mais on peut très bien avoir des choses qui varient, mais ils peuvent varier de manière explicite, ça peut être quelque chose en t carré, ça peut être quelque chose en sinus de t, voilà, ou bien de manière implicite, comme on l'a ici, avec une tension d'entrée, E de T. Oui, c'est vrai. Voilà. En fait, ici, en réalité, j'aurais pu très bien ne pas utiliser ce TK. Enfin, ne pas le mettre comme argument, puisque je ne l'utilise pas. D'accord? C'est juste pour indiquer que, de manière générale, on utilise le temps, mais on peut être amené parfois à ne pas l'utiliser de manière explicite, comme c'est le cas ici dans cet exercice. Voilà. C'est la raison pour laquelle le TK que vous avez là et qui correspond au I-1 fois H que vous avez ici, ils sont là, mais ils ne servent en rien dans le calcul. Voilà. Alors, ça aurait pu servir si, par exemple, on avait une équation différentielle un peu plus compliquée où on avait, par exemple, EK moins YK divisé par R fois C plus TK. D'accord? On aurait pu imaginer une équation différentielle où le temps apparaît de manière explicite et dans ce cas-là, ce TK qui est ici aurait une utilité. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on a écrit notre fonction Euler, donc ici la méthode, l'équadif, le signal d'entrée, voilà, une fois qu'on a structuré notre algorithme en 3, ben, il ne nous reste plus qu'à le simuler. Donc ici, on vous dit, écrire l'algorithme de résolution de l'équation de la méthode d'Euler, c'est ce qu'on vient de voir, et après on vous dit, quelle commande MATLAB doit-on taper pour visualiser U de T pendant 10 secondes? Bon, ça c'est super simple. Qu'est-ce que je vais faire pour visualiser U de T pendant 10 secondes, sachant que je travaille avec un pas de 0,1? Donc ça veut dire que je vais travailler avec combien d'instants discrets? Si je vais aller jusqu'à 10 secondes. 100 du coup. Exactement. Je vais tout simplement travailler avec 100 instants discrets. Donc, alors ici, combien j'avais pris Ah oui, au niveau des commandes, bon, je suis parti un petit peu plus loin.
Au niveau des commandes, j'ai pris un pas de 0, pour avoir quelque chose de précis. En fin de compte, j'ai pris un pas ici de 0,01. Et bien entendu, le temps réel, lui, il est, je l'ai fait aller de 0 jusqu'à 10 secondes, bah, tout simplement par pas de H, ici. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait un affichage des valeurs issues de ma fonction ELR-TD6, c'est-à-dire ce que vous voyez ici en bleu. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait pour visualiser le signal d'entrée en rouge là? J'ai tout simplement rajouté, j'ai créé un signal qui ne contient au début que des zéros et dans lequel j'ai incrusté des 1 de la valeur 100 jusqu'à la valeur 500. Voilà, et j'ai tout simplement affiché ce signal-là en rouge. Et donc, vous avez ce signal qui est ici, en rouge, et vous avez le signal ici, en bleu, qui est donc la résolution de notre équation différentielle du filtre RC. Donc, déjà, première remarque, qu'est-ce qu'on constate? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire de cette première... de ce premier résultat, on va dire, qu'on obtient? Bah déjà, monsieur, je comprends pas pourquoi la monotonie et la courbure, enfin, l'allure de la courbe, elle change à F2.5. D'accord, bon, on va répondre à votre question, pas de souci. Est-ce que parmi vous, il y a d'autres... D'abord, le signal rouge représente quoi? Le signal d'entrée. Très bien. Le signal bleu, c'est le signal de Sortie. sortie. Donc, est-ce que c'est normal que le signal de sortie, il ait cette forme-là? En premier lieu, ouais, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est toujours celui que vous avez étudié. Quand je mets un créneau sur un circuit RC, ben, j'ai la charge de la capa. Et après, dès que le signal d'entrée il repasse à 0, j'ai la phase 2. C'est quoi cette phase-là? Dans une capa, il y a une phase de charge. Et une phase de décharge. Exactement, une phase de décharge. Donc, en réalité, ce que l'on observe, c'est réellement ce que l'on aurait pu voir si on avait fait un montage dans un labo avec une plaquette sur laquelle on a injecté un signal créneau et on observerait à l'oscillo le signal de sortie, qui est donc la charge et la décharge de notre capa. J'ai une question. C'est très classique. Oui, je vous écoute. Dans le cadre d'un appareil électrique, est-ce qu'il risque pas d'y avoir un retard entre l'entrée et la sortie du coup? Le retard, pas du tout. Si on a injecté ça dans un circuit RC, le signal rouge, le signal de sortie, il ne va pas apparaître instantanément à la tension d'entrée, il va mettre un certain temps lié au fait à la constante taux qui est égale à RC, voilà, avant de rejoindre la tension d'entrée. Mais il va commencer vraiment ici. D'accord. Voilà. Mais l'appareil ou la machine ne va pas considérer le signal quand il passera un certain pas ou un certain palier en disant on passe de 0 à 1? Tout dépend de où on l'injecte, ce signal bleu qui est ici. Si on l'injecte dans un appareil qui est par exemple comme un comparateur, d'accord? Imaginons qu'on injecte ça dans un comparateur et que le comparateur ne réagit qu'à partir d'une tension de 0,5. Donc, en sortie du comparateur, on verra que du 0. Et une fois que ce signal a franchi 0,5, au sortie du comparateur, on verra un basculement à 1. Tout dépend de où vous l'injectez, votre signal. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe
quand je mets en entrée un signal créneau, qu'est-ce que j'observe en sortie? Voilà. C'est uniquement ça qui m'intéresse. D'un point de vue simulation, bien sûr. Généralement, monsieur, justement, d'un point de vue simulation, dans un appareil photo, il y a un petit retard, non? Qu'on peut remarquer parfois. Ben, le retard que l'on peut remarquer, c'est après ça dépend, parce que si vous parlez d'un appareil photo avec des capteurs CCD qui se comportent aussi comme des mini condensateurs, le retard, c'est celui que vous voyez ici. C'est-à-dire que vous voyez bien que le signal bleu, il met du temps à rejoindre le signal rouge. Il met à peu près 4 secondes, quoi. Voilà, il met un certain temps à rejoindre le signal rouge. C'est lié au fait que la capa, tant qu'elle n'est pas complètement saturée, vous avez sa tension qui évolue. Et dès que sa tension devient égale à la tension d'entrée, il n'y a plus de courant qui passe, il n'y a plus de charge qui viennent se rajouter. Ok, d'accord, ouais. Voilà. Mais par contre, juste, excusez-moi, vous n'avez pas répondu exactement à ma question, je trouve, pour le changement d'allure à partir de 5. Oui, très bien, pas de souci. Alors, le changement d'allure sur quoi? Sur le signal rouge ou le bleu? Alors, non, sur le bleu. Sur le bleu, très bien. Alors, vous voyez bien que ce signal rouge, lui, il est à 0. Au bout d'une seconde, il passe à 1. Donc, le 1, vous pouvez voir ça comme du 5 volts, par exemple. Donc, il passe. Et il reste à 5 volts pendant 5 secondes. Vous voyez que pour 1, 2, 3, 4, pendant 4 secondes, pardon, il reste à 5 volts. Et après, il retombe à 0. D'accord. Donc, quand il retombe à 0 volts, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde le circuit, au début, j'ai 0. Donc, je n'ai pas de courant. Il n'y a rien qui passe ici. Cette tension-là, elle passe à 5 volts. Donc, je vais avoir des charges qui vont venir s'accumuler ici. Donc, je vais avoir un courant. Et je vais donc avoir une tension aussi qui va apparaître. Dès que ce signal-là repasse à 0, il n'y aura plus de signal, il n'y aura plus rien en fait dans tout le circuit. Les charges que j'avais ici, elles vont repartir. Donc, je vais avoir la tension ici qui va chuter. Ok, d'accord. Et ce qui est en rouge, du coup, c'est E de T. Ce qui est en rouge, c'est E de T. Exactement. Ce qui est en rouge, c'est E de T. Et ce qui est en bleu, c'est U de T. U de T, ouais. Donc là, notre entrée, c'est E de T dans ce cas-là, et notre sortie, c'est U de T. Exactement. Ok. Merci, monsieur. Ça, c'est le. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce fonctionnement-là? C'est le fonctionnement le plus basique d'un circuit RC. C'est ce qu'on appelle la charge et la décharge de la capa. Voilà, ça c'est le truc qu'on a étudié depuis pratiquement la classe de première, exactement, depuis le lycée. Depuis le lycée, on a toujours dit voilà, on injecte un créneau, calculer et dessiner le graphe de la tension de sortie. Bon, généralement, vous l'avez. Je pense qu'il n'y a pas un seul étudiant parmi vous ici qui n'a pas déjà traité cet exercice. Voilà. Donc, bien sûr, jusqu'à présent, c'est basique, mais l'objectif n'est pas de s'arrêter là, c'est bien sûr d'aller plus loin. C'est pour ça que je vous propose de faire une petite pause et on enchaîne après. Voilà, le temps que j'aille prendre un café et on reprend.